Donc, bonjour à tous, on se retrouve du coup pour l'hebdo de l'innovation de cette semaine. Donc comme d'habitude, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que peut vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. Donc on commence cette semaine avec de la robotique molle dans les vêtements du futur. Donc vous savez que c'est un gros thème chez moi, c'est les vêtements 3.0 et l'innovation dans le textile, qui a un gros thème. C'est un thème de santé, c'est un thème de suivi des maladies, etc. On en avait déjà parlé il y a 2-3 mois avec les premiers vêtements avec des capteurs cardiaques qui permettaient de mesurer en temps réel ce que votre cœur, comment bat votre cœur et surtout vos capacités d'inspiration et d'expiration, suivant si vous faites un effort ou pas. Et ça donnait des données en temps réel et c'était incorporé dans un t-shirt. Donc c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on discute assez peu dans les médias, ce genre de choses, mais c'est une vraie innovation de rupture. Et donc là, c'est des ingénieurs de l'université de Nouvelle-Galles, d'accord, donc à Sydney, qui ont mis au point une nouvelle catégorie de textiles intelligents. Alors, ces textiles, ils sont alimentés par des tout petits fluides qui permettent de les tendre et de leur faire prendre la forme qu'on souhaite, ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu long, ça a des défauts, mais si vous voulez, vous voyez là, c'est les textiles en question et la forme, ce qu'on leur a fait prendre, c'est en tendant ces textiles. Donc, c'est des choses qui sont assez fortes. Par contre, effectivement, dans les textiles qui sont dits actifs, ce qui correspond à ce que la branche de la robotique fait avec les textiles comme ça, il y a un problème, c'est que c'est souvent très lent. D'accord, le temps de réponse est très lent parce qu'il faut chauffer, refroidir pour faire prendre au niveau hydraulique la forme qu'on veut. Et du coup, c'est très compliqué. Donc pour surmonter l'inconvénient, ils ont mis en place, en plus de ce qu'il y a d'habitude, des mini-muscles, d'accord, artificiels, qui ont des réponses un peu plus rapides. Pardon. Qui ont des réponses un peu plus rapides. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite, même si, attention, c'est toujours un peu lent, parce qu'ils ont publié une vidéo, donc c'est pas un truc où vous appuyez sur un bouton, ça prend la forme d'une fleur, vous appuyez sur un bouton, ça prend la forme d'un papillon, etc. C'est des trucs qui mettent un peu de temps, mais on est au tout début, comme souvent ce qu'on vous présente ici. Ce qui est intéressant, c'est surtout que ils ont la capacité de programmer une large gamme de mouvements à travers leur système avec des muscles artificiels et l'hydraulique. Et du coup, le textile pourrait faire énormément de choses différentes. Par exemple, vous pourriez avoir un textile qui prend la forme que vous voulez quand il pleut, ce genre de choses, pour couvrir pile comment il faut votre appartement. Et si c'est juste du soleil, eh ben, il couvrirait autrement et il laisserait plus passer ou ce genre de choses. Et il y a des tas de possibilités à travers ces textiles qui sont intéressantes. Alors après, il y a quand même une problématique, c'est que le textile, c'est souvent assez fin, d'accord. Et là, on est quand même sur des textiles qui sont assez épais, parce qu'on est à 0,5 mm, et d'habitude, on est plutôt sur des choses qui ont des diamètres de 0,1 mm. Donc il va falloir qu'ils travaillent là-dessus et qu'ils abaissent. Après, c'est quand même un sacré progrès, parce que tout ce qu'on faisait avant, c'était de l'ordre supérieur à 1 mm. Donc c'était quand même largement plus important. Donc vraiment, là, ils ont eu une capacité de travailler la chose beaucoup plus que ce qui se faisait avant. Après, vous avez un autre problème, c'est que la source d'énergie à l'heure actuelle pour enclencher le mouvement hydraulique, c'est une source d'énergie avec une batterie, d'accord. Et il va falloir que l'équipe travaille à faire une capacité d'avoir quelque chose de beaucoup plus miniature,
avec des modules de communication sans fil, etc. Parce que si vous avez un t-shirt, vous n'allez pas vous balader avec une batterie, etc. Il va falloir qu'il y ait une capacité de votre t-shirt de se recharger par exemple avec une micro-batterie qui pèse très peu et qui avec un système d'induction, ce genre de choses, et que vous ayez une capacité de travailler efficacement, de vous bouger efficacement avec le t-shirt. Parce que bien sûr, toute cette, ce que j'appelle le textile 3.0, c'est comme tout, c'est comme les cryptos et comme tout le reste. Ça n'aboutira pas s'il n'y a pas une facilité d'utilisation. Donc forcément, il faut qu'on crée une facilité d'utilisation. Et la facilité d'utilisation, elle est assez complexe à créer pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous reliez ce problème de consommation d'énergie si vous demandez au textile de devenir intelligent. Il faut que le textile il soit pas beaucoup plus cher que le textile actuel, d'accord? Et il faut qu'en plus la qualité, c'est-à-dire le fait de porter votre textile, votre t-shirt, ça soit une qualité qui soit assez proche de ce que vous avez maintenant. Donc ça fait quand même des sacrées étapes à franchir, qu'on n'a pas du tout franchi pour le moment, mais on a des choses qui sont intéressantes, et c'est une nouvelle typologie de produit dont on n'entendait quasiment jamais parler, dont on entend assez peu parler toujours maintenant, même dans les médias, etc. Mais il y a quand même une innovation qui est intéressante. Et vous voyez de plus en plus d'universités qui travaillent là-dessus. Et vous voyez même des entreprises qui commencent à vraiment travailler là-dessus. Uniqlo a lancé des recherches là-dessus, ce genre de choses. Donc vous voyez vraiment des sociétés qui travaillent là-dessus. Et pour ces sociétés-là, c'est intéressant parce que si vous arrivez à développer un textile qui vous est propre, d'accord, et qui a de l'intelligence, vous créez forcément un mode qui est considérable vs les autres. Si un t-shirt permet de savoir si vous avez une maladie cardiaque ou pas, vous serez prêt à le payer plus cher et vous n'allez peut-être pas aller chez Shane et vous n'allez peut-être pas jouer le côté je veux que ça soit comme ci, comme ça, je veux que ça me corresponde, je veux que ça soit joli et tout. Vous allez peut-être accepter des choses que d'habitude vous n'acceptiez pas, que ce soit en prix ou que ce soit en typologie de coupe. Mais parce que voilà, vous allez être sur quelque chose qui va vous apporter un truc en plus. Et donc ça, c'est un bon moyen pour les sociétés du textile d'apporter une vraie valeur ajoutée à leurs produits, que ne pourront pas forcément reproduire ceux qui ont la vocation de juste jouer le prix bas. C'est-à-dire quand vous prenez un short, que ce soit un short Shein ou un short Zara, la qualité va pas être forcément la même, le produit va pas être forcément le même au fond. Vous avez plus de chances qu'il y ait des produits un peu merdiques dans votre short Shein et moins de chances que ça arrive dans le short Zara, même si vous avez beaucoup de chances que dans le short Zara, il y en ait quand même aussi. Mais voilà, et c'est compliqué pour vous de définir quel est un bon short qui a été fait avec un bon jean, etc., qui n'a pas été passé à des produits trop agressifs qui pourraient vous faire du mal. Enfin, c'est impossible de le définir. Par contre, vous arriverez très bien à définir la valeur si un t-shirt qu'on vous met, on vous dit ça te communique à ton application et ça donne ton battement cardiaque en temps réel. Ça, c'est une donnée qui est palpable. Le fait que votre t-shirt il soit créé entre guillemets dans les règles de l'art, c'est-à-dire que les gens vous exploitiez pas d'enfants, de choses comme ça et tout, c'est une notion entre guillemets de confiance entre vous et la marque. La marque vous assure qu'elle fait ça et vous allez croire ou non la marque. Le fait que ça soit recyclé, c'est la même chose. Et les marques, elles aiment bien jouer en disant c'est recyclé, puis après vous apprenez qu'au final c'est recyclé qu'à 50%, voilà, c'est pas totalement recyclé. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et moi, je pense qu'il y a un gros potentiel. Et surtout, je pense que c'est intéressant pour les gens comme Nike, comme je vous l'ai dit, Uniqlo, etc. Parce que ça leur permet de faire une vraie différence avec les autres. Et c'est ce que ces marques recherchent. Et le coût pour atteindre ces textiles 3.0 et ces vêtements 3.0 est tellement important que ça va créer de la consolidation et ça va être difficile pour d'autres marques d'aller sur ce terrain de jeu et de venir au moins dans un premier temps. D'accord ? Dans un second temps, peut-être qu'on aura la même capacité à lancer une marque avec des textiles 3.0 que ce qu'on a à lancer une marque maintenant avec des textiles standards en Asie. Mais dans un premier temps, il n'y aura pas cette capacité-là. Donc ça va donner à ces acteurs-là une vraie différence sur leur marché. On continue avec une nouvelle manière de produire du kérosène avec la tour solaire.
Donc c'est une première mondiale. Donc l'histoire c'est de créer du kérosène avec de l'eau, du CO2 et de l'énergie solaire. D'accord? Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. En laboratoire ça avait déjà été fait, mais hors laboratoire ça n'avait jamais été fait. Là en fait ce qui se passe c'est que pour la première fois ça a été fait. Et c'est quelque chose d'assez important parce que l'aviation et le kérosène des avions, c'est quand même 5% des gaz à effet de serre. Donc on essaye de décarboner ce secteur-là. Et forcément, si vous décarbonez la production de kérosène, bon, bah, vous réglerez pas tout le problème. Parce qu'il y aura toujours le fait que vous allez combustionner du kérosène et que ça relèche des choses qui sont pas bonnes dans l'atmosphère. Mais au moins sur l'étape de production, vous êtes un peu plus serein. Et comme vous utilisez du CO2, si vous passez en revue que la partie coût en CO2 de l'opération, à la fin, vous êtes beaucoup mieux que sur du kérosène classique. D'accord? Donc l'idée pour faire du kérosène, il y en a eu plein. Alors vous avez des kérosènes plus ou moins végétaux, avec des huiles animales, végétales, etc. Avec de l'hydrogène. Enfin, on a fait énormément d'approches différentes. D'accord? Donc l'idée maintenant, et l'approche qu'on a maintenant, c'est de l'hydrogène vert, d'accord? Avec du monoxyde de carbone, d'accord? Capté. Et du soleil pour produire la réaction. Et du coup, vous allez entretenir une réaction qui va permettre de créer du kérosène. D'accord? Bon, alors cette approche, elle est quand même beaucoup plus complexe que les autres approches sur les huiles végétales, etc. C'est pour ça que c'est des biocarburants, vous en voyez déjà. Il y a eu des vols récemment, enfin l'année dernière, il y a eu le premier vol d'Air France avec du biocarburant, etc. Bon, ça c'est plus facile. C'est comme le biocarburant pour les voitures. Vous avez des sociétés qui travaillent dans ce secteur-là. Vous faites du biocarburant avec des végétaux. On maîtrise plutôt bien. Il y a encore beaucoup d'innovations à faire pour améliorer les rendements, etc. Mais globalement, la maîtrise de la techno, elle est là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, effectivement, le problème, c'est qu'en utilisant cette techno-là, et vous êtes sensible à une autre problématique, c'est que vous allez utiliser des végétaux et donc forcément généralement vous utilisez des végétaux qui pourraient servir pour la nutrition soit animale soit humaine. Donc vous avez quand même un petit problème, c'est que vous allez utiliser des terres arables pour produire un végétaux pour après en faire du kérosène. Globalement, si vous prenez toute la chaîne de A à Z avec le coût carbone de travailler une terre, etc., vous êtes un peu mieux que la base, mais c'est pas considérable, d'accord? Donc là, avec ce système-là, c'est beaucoup mieux. Par contre, ça a un gros défaut, c'est que ça consomme énormément d'énergie. C'est pour ça que si votre énergie, c'est un input énergétique avec une énergie qui est carbonée, ça n'a aucun sens. Par contre, si c'est un input avec une énergie qui est décarbonée, le sens est très puissant. D'accord? Donc il faut savoir que ceux qui ont fait ce premier test, c'est l'ETH de Zurich, hein, donc c'est une université. Donc cette nouvelle méthode, elle est excessivement prometteuse. Après là, on est quand même à une phase de base, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a l'installation de 169 panneaux solaires, d'accord? Vous voyez, vous avez une petite tour. De mémoire, elle fait 3-4 mètres de haut, un truc comme ça. Non, 15 mètres de haut, pardon. Avec le réacteur, etc. Et au global, ils ont été capables de produire 5000 litres de gaz de synthèse en 9 jours. Et il y a 16% de ce gaz-là qui peut être converti en kérosène. Donc vous voyez, en 9 jours, ça fait moins de 100 litres de kérosène. Bon, quand vous savez combien de litres il faut pour faire un Paris-New York, voilà, on est au début. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à le faire et que maintenant, on va avoir une capacité à scaler la chose. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il y a certaines compagnies aériennes qui arrivent à scaler sur des business où on ne les mettrait pas de base. D'accord? Et on va voir ça tout de suite après. Donc on continue dans l'énergie avec Chevron et Google qui investissent dans la fusion à travers le Suisse
TAE Technologies Exceed, d'accord, qui a levé du coup 250 millions de dollars avec des levées qui ont totalisé 1,2 milliard jusqu'à maintenant. Donc c'est quand même un beau bébé, d'accord. Et vous voyez que là c'est intéressant parce que ça je vous en avais parlé au début de l'année, il y avait eu beaucoup de news. On avait vu Elon Musk qui avait levé des fonds qui avait donné des fonds à une startup pour ça. Amazon qui était aussi dans une startup. Bill Gates qui était aussi. Et il y avait énormément de monde. Et ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Plus il y a de monde sur un secteur, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui réussisse. D'accord ? Et qui transforme le secteur. C'est assez rare quand même des secteurs où il y en a un qui est là avant tout le monde. Et le secteur se transforme. Les gens pensent trop souvent à tort, par exemple, que Tesla était tout seul sur les véhicules électriques depuis 10 ans. C'est faux. Des sociétés qui ont fait des véhicules électriques, il y en avait des dizaines et des dizaines. Et déjà, à l'époque où Tesla commençait, il y en avait des dizaines et des dizaines. C'est juste que la seule qui a émergé, c'est Tesla. Après, vous pouvez discuter pourquoi est-ce que c'est Tesla qui a émergé. Est-ce que c'est parce que y a Elon Musk? Est-ce que c'est parce qu'ils ont mieux exécuté, etc. Il y a plein de théories possibles. Et il y a plein de visions. Et comme l'histoire n'est pas encore finie d'être écrite, c'est un petit peu compliqué de s'arrêter sur une vision. Mais c'est ça qui est intéressant. Et plus vous avez d'acteurs sur un marché, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui trouve une solution. Ça, c'est toujours la même chose en recherche. Ce qui est intéressant aussi dans cette levée de fonds, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ont vu le conf call de Google hier soir, Google parlait beaucoup de ce qu'ils investissaient dans l'IA et de l'importance que ça avait sur énormément de secteurs, la médecine, etc. Et bien, dans l'histoire de TAE, si le design de TAE a réussi à aller aussi vite et que TAE a réussi à faire autant de choses, c'est en partie parce que Google a fourni des produits de machine learning et d'IA à TAE. Et le fait d'avoir accès à ces produits de machine learning et d'IA a permis à TAE de faire des designs, de développer des algorithmes dédiés et d'arriver à faire des choses qui sont mieux que les autres dans l'environnement de la fusion. Parce que l'intelligence artificielle peut vous aider dans quasiment tous les secteurs. La question c'est, il faut que vous ayez une bonne intelligence artificielle qui soit applicable à beaucoup de secteurs. C'est très complexe. C'est-à-dire c'est une intelligence artificielle qui n'est pas de spécialité. En gros, à l'heure actuelle, vous avez dans ce domaine-là quelqu'un qui nous a prouvé vraiment qu'il y arrivait sur énormément de secteurs, c'est Google. Et tous les autres sont quand même une ligue en dessous pour le moment. Alors après, peut-être que OpenAI y arrivera, etc. Ça peut se discuter. Mais pour le moment, on ne sait pas. Et vous voyez qu'encore une fois, bah là, ils arrivent à utiliser la plateforme de Google et à en tirer parti. Alors pour le moment, Google n'en fait pas une monétisation. C'est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent la plateforme d'intelligence artificielle de Google sont quand même des participations de Google ou des gens qui veulent cibler une révolution, soit dans le secteur de la santé, soit dans le secteur de l'énergie à travers la fusion. Donc c'est plutôt des startups qui utilisent ça pour passer un cap et faire de l'innovation vraiment de rupture. Mais vous n'avez pas encore le business comme tout le monde qui l'achète. C'est-à-dire vous n'avez pas encore Total qui achète l'IA de Google pour faire ceci, cela, etc. Mais ça va venir. Tout ça, tout ce que vous travaillez avec des startups, ça vous permet de qualifier l'IA, de la faire travailler. Et une fois que Google aura une IA complète, il mettra des modules sur le marché. Et là, à mon avis, tout de suite, on verra une traction commerciale qui va être très très importante. Il y a déjà eu quelques outils de machine learning qui ont été mis sur le marché par AWS, par Google et par Microsoft. Et c'est des lignes de produits qui ont quand même une traction très très importante. Donc là, vous avez la roadmap. Donc vous voyez, ça a commencé en 1998-2000. Voilà. Après, ils sont passés à celui-là. Après à celui-là. Et là, ils voudraient un prototype viable. Donc ils appellent le DaVinci. Et ça, ils le veulent pour dans les débuts des années 2030. Donc c'est quand même, c'est pas demain, mais c'est pas non plus dans 20 ans. Trop souvent, j'entends les gens me dire « Ouais, mais la fusion, tu comprends, c'est pour dans 50 ans, tu rêves, ça ne nous aidera pas pour la transition climatique, etc. » C'est faux, c'est faux. C'est pour dans peut-être 15-20 ans, mais c'est pas pour dans 50 ans, je pense pas. Donc vraiment, c'est un game changer comme il y en a eu peu. Hein. Et n'oubliez pas aussi qu'une partie
de gain de l'Occident, d'accord, qui a fait que l'Occident a pu avoir un développement, c'est aussi l'émergence de l'énergie nucléaire qui a permis d'avoir un boost énergétique considérable qui correspond plus ou moins aux périodes où les pays ont eu besoin d'énergie de façon très forte et on n'aurait pas pu répondre à ce besoin-là juste avec du charbon, du pétrole, etc. Déjà, on aurait beaucoup plus pollué que ce qu'on a pollué, qui est déjà trop, donc on aurait accéléré le changement climatique. Mais en plus, ça aurait été très compliqué d'avoir la réponse derrière au niveau production pétrolière, etc. Donc là, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. C'est intéressant aussi parce que tous ceux qui vous disent oui, mais tu te rends compte, même si on consomme un peu moins de pétrole, qu'on s'optimise, dans 20-30 ans, ça sera fini, on n'aura pas assez investi et là, on sera avec un pétrole à 500 $. Je suis pas sûr. Parce que dans 20-30 ans, on aura peut-être trouvé une solution avec une autre technologie comme la fusion qui nous permettra de créer de l'énergie en quantité. Et du coup, on aura besoin du pétrole que pour d'autres choses bien, bien spécifiques. Je pense qu'on n'arrêtera jamais d'utiliser le pétrole comme on n'a pas arrêté d'utiliser le charbon. Je pense que le but est de le diminuer. De le diminuer et d'avoir d'autres secteurs qui vont faire de la captation carbone, donc qui vont réduire le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et d'avoir des plus, des moins et d'avoir une équation qui au global s'équilibre. Je pense qu'il n'y a pas de... Je vous l'ai déjà dit, hein, dans la transition écologique, il n'y a pas de miracle. Et il n'y a pas une techno qui va arriver et qui va être notre sauveur. Il n'y a pas le Messie ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est pour les religions. Dans la technologie, souvent, on crée une nouvelle techno qui compense les faiblesses de la techno d'avant. Là, je pense qu'en plus de ça, pour la première fois, on va avoir une vraie transition. Parce que si vous regardez par exemple le bois, qui était un combustible qu'on avait depuis des millénaires, on en utilise encore plus qu'avant. Alors si vous regardez le bois qu'on utilise par habitant, effectivement ça a diminué, mais le bois consommé totalement, il a augmenté. Par contre, attention, on a une capacité à entretenir les forêts qui sont mieux, à planter qui est plus efficace, etc. Donc si vous voulez, on a beaucoup plus de forêts dans plein de pays qui utilisent plus de bois qu'avant que ce qu'on avait à l'époque où le bois était notre source première d'énergie. En France, c'est un exemple. La consommation de bois française, elle a augmenté, elle commence à se stabiliser, à se retourner. Et encore là, avec le froid, le prix de l'électricité, les cheminées qui... Enfin, peut-être ça va repartir un tout petit peu. Mais globalement, depuis quelques années, on est sur le haut de la courbe et on est en train d'acter un retournement avec une consommation qui est un peu moins forte. Mais ce qu'on voit et qui est quand même intéressant, c'est que malgré le fait qu'on ait augmenté notre consommation et tout, il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Pourquoi? Parce que même si on prend beaucoup de bois comme avant, on en plante beaucoup plus qu'avant. Donc si vous voulez, le truc s'est équilibré. Et c'est toujours comme ça qu'il faut penser quand vous voulez résoudre un problème. Il ne faut pas dire tac, on va faire ça et ça va résoudre le problème. C'est toujours on va faire un petit mouvement là, et un petit mouvement là, et un petit truc là. Et là on va faire des efforts et à la fin, mis ensemble, ces petites rivières font un grand fleuve. On continue aussi avec Tesla, bientôt dépassé par le Made in China. Donc vous savez que en Chine, vous avez une société qui est vraiment de pointe sur les véhicules autonomes qui s'appelle Baidu, d'accord, qui édite le moteur de recherche, donc le Google chinois. Et donc là, ils nous ont affiché un prototype de voiture sans volant, avec un volant détachable, qui aurait un niveau d'autonomie 4, d'accord, et surtout qui aurait un avantage assez intéressant, c'est que le prix catalogue il serait à 37 000 $ au lieu d'être à 71 000 $ pour la version de Tesla qui devrait être lancée en plus bien plus tard parce que Tesla devrait arriver avec sa version en 2024 et encore 71 000 $, c'est la version de la voiture qui a été lancée en 2021. Donc si vous avez un meilleur autopilote, etc., vous avez de fortes chances que la voiture elle augmente de prix. Donc ça fait quand même une sérieuse différence de prix en faveur de Baidu. Alors après, il va falloir voir la qualité de la voiture, etc. Mais Baidu fait déjà circuler énormément de voitures en quasi autonome en Chine. Donc ils ont incorporé énormément de données et ils ont un recul là-dessus. Alors je pense que comme Cruise qu'on a vu la semaine dernière, qui est en difficulté à Los Angeles, ça va pas se passer d'une façon smooth, c'est-à-dire ils vont pas arriver sur le marché, puis on va les mettre dans les rues de Paris, puis tout va marcher parfaitement. C'est un truc qui va se faire sur une dizaine d'années avec des étapes où la voiture va mieux marcher, puis moins bien marcher, etc. Mais ça montre quand même que les Chinois, sur les véhicules de demain, c'est-à-dire le véhicule intelligent et électrique, ils commencent quand même à taper très fort. Déjà au niveau des batteries, c'est eux les leaders avec CATL,
qui fait le plus de batteries au monde, plus que les Japonais, etc. Au niveau des voitures produites, vous voyez là j'ai pris les données en janvier 2022 de cette année. Le numéro 1 c'est quand même BYD. Donc vous voyez, après vous avez SGMW, pareil, après SAIC. Enfin vous avez énormément de Chinois. Vous avez quasiment la moitié du classement c'est des Chinois et les autres c'est les autres constructeurs de la planète. Donc il y a vraiment une vraie traction de ce modèle là en Chine. Et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que vous avez l'impression que la voiture intelligente et électrique, elle a de fortes chances d'être chinoise quand même. Alors après, il faudra voir, parce qu'en Chine, il y a toujours le même problème. C'est est-ce que vous faites vraiment confiance à la technologie? Est-ce que le Parti communiste chinois vous enlève pas des informations, etc. en vous disant que c'est quelque chose de bien, alors qu'au final, c'est pas forcément mieux que ce que fait le voisin. Mais pour se mettre en avant, on dit que c'est la meilleure des choses, quitte à cacher un peu sous le tapis certaines choses. Après, il faut pas non plus être un bisounours. Chez Tesla, ils cachent beaucoup de problèmes sous le tapis aussi. Donc si vous voulez, il y a un équilibre. C'est pas qu'un jeu où les Chinois sont bons et les Américains ils jouent carte sur table et tout se passe bien. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur de l'autonomie pure, vous avez 3 entreprises qui commencent à se lancer. Donc vous avez Cruise qui est la première à avoir obtenu le droit d'avoir de l'autonomie pure, c'est-à-dire des véhicules de niveau 4 qui fonctionnent dans San Francisco avec pas de pilote dans l'habitacle. D'accord ? Et on a vu que ça posait des problèmes déjà sur les premières semaines. Vous avez Tesla qui est censé lancer la même technologie en 2024 et qui est censé faire des tests aussi à Los Angeles du coup en 2024. Et vous avez une start-up chinoise qui s'est lancée dans le secteur aussi, qui était avant tout en Chine et qui vient d'arriver aux États-Unis à Los Angeles, qui s'appelle AutoX. Et AutoX, ils ont reçu des fonds de la part de Baidu et ils utilisent aussi des voitures de Baidu. Alors ils utilisent d'autres typologies de voitures aussi. Ils sont un peu agnostiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés qu'à un seul châssis de voiture, mais ils sont liés à plusieurs châssis de voiture. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Donc il va falloir voir un peu le match de la conduite autonome qui se jouera à San Francisco en 2024 et en 2023. Parce que pour moi, c'est quand même des indicateurs qui vont être très très importants et qui vont donner un avantage concurrentiel extrêmement se démarquer des autres. Et là, vous avez quand même 3 gros concurrents. Tesla, AutoX et Cruise. On continue aussi avec les États-Unis qui réduisent légèrement leur plan puce. Donc il y avait eu un plan qui avait été de 250 milliards l'année dernière. Finalement, il n'a pas vraiment été jusqu'au bout pour des raisons bipartisanes, etc. Par contre, là, ils vont repousser un plan de 50 milliards avec le potentiel d'avoir un autre plan qui arrive par la suite. Donc le but c'est quoi? Le but c'est d'être indépendant de la Chine en cas d'attaque de la Chine de Taïwan pour pouvoir continuer à avoir des puces, à produire des missiles, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il va falloir voir si ça passe parce que c'est quand même un truc où le Sénat a voté, mais maintenant il faut que ça passe la Chambre des représentants. Et à la Chambre des représentants, on en fait un enjeu politique. D'accord ? Par contre, si ça passe la Chambre des représentants, c'est sûr que ça va beaucoup aider le secteur et qu'il va y avoir beaucoup de choses à construire et ça peut être très très large. Surtout que si ça passe la Chambre, étant donné que le Sénat était plutôt pour un projet à 250 milliards, il y a de fortes chances que le Sénat essaye de faire repasser un projet par derrière et donc si la Chambre accepte le premier, il y a de fortes chances qu'elle accepte aussi le deuxième et qu'il y a un truc un peu qui se mette en place et qui soit assez important. On continue avec la plus grande ferme verticale du monde qui vient d'ouvrir à Dubaï. Et donc là, on va mettre en parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le carburant vert. C'est que cette ferme qui fonctionne comme toutes les fermes classiques, hein, donc c'est-à-dire vous avez des LED et vous avez du vertical farming. Et les LED vous permettent de reproduire la photosynthèse, etc. comme la lumière du soleil. Et l'avantage du vertical farming, c'est que vous ne mettez que l'eau dont a besoin la plante. Et vous n'avez pas de sol trop. Vous voyez que vous avez quelque chose qui est en hauteur, etc. D'accord ? Donc au niveau de l'efficacité, vous êtes quand même dans quelque chose de très fort. L'autre avantage aussi pour Dubaï, c'est que ce dont ont besoin les plantes, c'est d'une certaine chaleur. Et là, ce que l'industrie elle a fait, c'est qu'il a été chercher la chaleur qu'il y a dehors et en fait il va faire un système de chaud-froid
et il va refroidir quand il y en a besoin et chauffer avec l'extérieur quand il y en a besoin. Et du coup, le coût pour chauffer, comme vous êtes à Dubaï, il est de quasiment zéro parce que vous allez juste reprendre l'air chaud de l'extérieur. D'accord? Et le retraiter pour pas qu'il y ait le sable, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui me suivent et qui suivent bien, on en avait déjà parlé avec une première ferme qui avait été ouverte en Pennsylvanie qui faisait 23 225 mètres carrés. D'accord? Et là, vous êtes détrôné par Eco 1. Encore une fois, Eco 1, c'est le premier. Ils veulent faire un Eco 2 et un Eco 3 qui seront encore plus grands, qui fait 30 658 mètres carrés. D'accord? Bon, pour vous donner un ordre d'idée, en niveau de longueur, c'est un peu moins qu'un terrain de foot. D'accord? Mais après, au sol, vous avez énormément de mètres carrés. Et encore une fois, vous voyez que comparativement à un agriculteur classique, l'autre avantage, c'est que vous empilez. Donc sur chaque mètre carré, vous faites beaucoup plus avec la même surface. Donc l'installation, elle est censée produire 900 tonnes de légumes. C'est des légumes à feuilles, donc laitue, salade, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Eco 1, c'est une société qui s'appelle Emirates Crop Wine, d'accord, qui est liée à Emirates Flight Catering, donc qui est la filiale de restauration qui est utilisée par Emirates Airlines. Et l'idée, c'est quoi? L'idée d'Emirates, c'est qu'Emirates veut rendre l'aérien le plus vert possible. Et du coup, ça passe aussi par avoir une politique de création des repas qui est gérée en interne avec du vertical farming qui permet d'avoir un impact carbone du plateau repas qui est le moins élevé possible. Ce qu'ils ont dit aussi chez Emirates, c'est que ça leur coûterait beaucoup, beaucoup moins d'argent. Parce que l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez faire en sorte que votre entrepôt soit à côté de l'aéroport. Donc vous avez une ultra localité qui vous permet de faire des économies de coûts qui sont assez importants. Alors que si vous faites par exemple venir votre blé, je sais pas, mais voilà, vous faites venir votre blé de Russie, vos salades de France, etc. Puis vous les amenez à Munich où vous allez faire vos repas, puis après vous les dispatchez partout. Vous vous rendez bien compte qu'au niveau du travail, c'est considérable et vous avez des coûts carbone cachés qui sont à chaque fois que vous allez transporter une denrée d'un point A au point B. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, leur but, ça va être de faire des vertical farming dans tous les grands hubs de Emirates. Et après, comme tous les avions passent en permanence par ces hubs-là, et ben les avions vont être remplis de repas qui seront dans ces hubs-là. Et à chaque fois, on va les amener et après, les gens vont les transporter d'un avion à l'autre, etc. Et vous allez avoir une création ensemble. L'autre société qui suit le projet, c'est Crop One Holdings, qui est une société d'agriculture américaine de vertical farming. D'accord? Donc là encore, c'est quelque chose d'intéressant. Et pourquoi est-ce que je vous disais que tout à l'heure c'était intéressant pour du coup le kérosène? Parce que typiquement, ça pourrait être quelque chose qui intéresserait Emirates. Et il faut bien vous dire que là où ils sont, du soleil, ils en ont. Ils ont un désert, donc ils ont une capacité de créer des usines de production qui sont très larges. Et du coup, après, ils pourraient avoir un kérosène entre guillemets green qui donnerait encore un avantage compétitif à Emirates. Sachant que toute cette internalisation que fait Emirates lui permet d'avoir des meilleures marges que ses concurrents. Il y a d'énormes investissements de base, mais en fait, l'idée c'est quoi pour ces pétromonarchies? C'est d'investir très fortement dans la base pour créer en fait un moat qui est considérable, qui leur permet d'avoir des coûts de structures qui sont moins élevés que les autres, ce qui va leur faire de la rentabilité et ce qui va leur permettre d'avoir des sociétés qui vont être très rentables pour l'après-pétrole. Et donc ils sont dans une phase de surinvestissement, mais sur des données au niveau temps considérable. C'est-à-dire que si vous regardez un peu les plans quand vous voyez Emirates ou ce genre de choses, les phases de surinvestissement, c'est 30-40 ans. C'est difficile pour quelqu'un comme Air France de combattre ça. Parce que vous avez quelqu'un qui en face va lever des milliards et des milliards en permanence pendant 40 ans pour créer une concurrence, enfin pour créer un avantage compétitif dingue et qui après va faire de la rentabilité et va rentrer les choses. C'est un peu comme si Emirates, etc., ils avaient investi des milliards et des milliards pour que Google, Apple, etc. aient un avantage concurrentiel par rapport aux autres et que du coup, maintenant, ils sont assis et récupèrent les sous, si vous voulez. Sauf qu'en fait,
les pays arabes le font plutôt sur des sociétés industrielles. Parce que c'est plus facile à faire sur une société industrielle parce que le plan est plus facile à dresser. Alors que sur une société technologique, c'est difficile. C'est jamais très simple. Il faut que votre moteur de recherche il envoie les données qui correspondent et qui donnent envie aux utilisateurs. Est-ce qu'en investissant 25 milliards chez Yahoo, ils auraient fait un meilleur moteur de recherche que celui de Google? C'est pas sûr et certain. Alors qu'en industrie, plus vous avez de moyens, plus vous avez de chances quand même de battre les autres. On a rarement vu des industriels qui n'avaient pas de moyens battre des industriels qui avaient beaucoup de moyens. Ça c'est très très rarement vu. Alors que dans la technologie, ça peut exister. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes et il va falloir suivre un peu les pérégrinations de Emirates dans cette hors de l'aérien et dans tous ces secteurs qui sont liés à l'aérien parce que pourrait y avoir vraiment des choses assez importantes. On continue. Alors du coup je vais voir si vous m'avez envoyé des messages pour voir s'il y a eu des réactions. Hello Matt. Bon, donc ça veut dire que déjà ça marche. S'il y a Matt, ouais, c'est déjà ça. Ça marche toujours. Le débit, il est bon, etc. Donc bon, c'est juste que tout à l'heure, il n'y avait personne qui réagissait sur le chat. Ok. On reprend. Donc, on reprend avec l'hebdo crypto. Donc, cette semaine, vous avez Trust Wallet Token, donc le token de Trust Wallet qui a un peu monté. Le Bitcoin Gold qui a monté, l'Ethereum classique, le Quantum, le Monero, etc. Le Pax Gold et le Binance. Vous voyez que là, vous avez des stablecoins ou des quasi-stablecoins. Donc, c'était plutôt une semaine de consolidation, même s'il y a des choses qui ont rebondi. Mais ce qui avait rebondi, c'est quand même des choses qui avaient beaucoup souffert avant et qui ont rebondi un peu sur des news aussi, ce genre de choses. Le loopring a beaucoup baissé. Bon, il est dans une phase vraiment très baissière. Moi, je trouve qu'il avait eu une spéculation complètement dingue. Il était monté jusqu'à 2 dollars et je trouvais que c'était beaucoup trop. Airwave, Gala, c'est la même chose. C'est des tokens qui avaient beaucoup monté. Le Wave, pareil. Le Flow, il souffre chez Flow du fait que tout ce qui était les NFT liés à la NBA, ça avait été lancé en grande pompe par la NBA et ils ont du mal à trouver une traction d'utilisation maintenant. Ils en ont vendu beaucoup, mais en fait, ils n'arrivent pas à leur donner un sens. Et un NFT, c'est intéressant que si vous arrivez à lui donner un sens. D'accord ? Les cartes Panini, le sens que ça avait, c'est qu'on pouvait les échanger. Oui, mais là, en l'occurrence, vu le prix, vu la complexité, etc., vous avez besoin de donner un autre sens aux choses. Si vous voulez, chez Sorare, qu'est-ce qui a un sens en plus ? C'est que quand vous détenez des cartes Sorare de vos joueurs, vous pouvez les faire se combattre entre eux, faire vos équipes. Et vos équipes de foot, elles vous font monter dans un jeu. Et il y a une notion de gaming qui donne un intérêt au NFT, en plus du NFT en lui-même. D'accord ? Et de faire la collection des cartes des joueurs de foot. Et ça, c'est important. Et il faut que cette utilité soit là. Au niveau de l'adoption, bon, cette semaine, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, à part que Number of Owners d'Ethereum est en train de se retourner. Donc on a l'impression quand même que il y a un peu moins de petits acteurs sur Ethereum. La volatilité du marché a eu raison de certains. Et surtout le rebond. Parce qu'Ethereum a beaucoup rebondi ces 2 dernières semaines. Et en fait les baisses du nombre de owners, donc de nombre d'adresses qui ont un minima 10 dollars dans leur solde, a beaucoup baissé ces 2 dernières semaines. Du coup, ça veut dire qu'il y en a certains qui avaient acheté, soit qui conservaient de l'Ethereum parce qu'ils trouvaient que c'était trop peu cher pour vendre, et qui là ont recommencé à avoir de l'Ethereum monter et qui ont profité pour alléger ou pour solder totalement, etc. Enfin, certains surtout pour solder totalement, sinon le number of owners diminuerait pas. Voilà. Au niveau de la transfer value, c'est dans le même sens. Hein. Vous avez un rebond, mais vous avez des nombres de transferts qui baissent. Donc c'est surtout des gros acteurs qui sont à la manœuvre. Cette semaine, c'est ce qu'on voit sur quasiment toutes les blockchains, avec assez peu de vraies spéculations, sauf sur le Dogecoin où il y a eu une forte spéculation, avec du retail aussi qui était là. Mais sinon, c'est plutôt des gros acteurs. Vous le voyez aussi par exemple sur Ethereum classique avec un nombre de transactions qui diminue
de 15% et par contre la valeur totale des transferts qui augmente de 1400%. Donc ça veut dire qu'il y a eu des gros échanges. D'accord ? Au niveau des stablecoins, la même chose. C'est plutôt une progression cette semaine, comme toutes les semaines où le marché des cryptos va pas bien. Parce que du coup, vous avez des gens qui surréagissent et donc qui vendent leurs cryptos pour aller acheter des stablecoins et se sécuriser. Donc voilà, donc vous voyez, hein, vous avez Tether qui augmente, vous avez l'USDC, vous avez le Binance, vous avez que le DAI, l'UOB et le Paxos qui diminuent un petit peu. D'accord, et vous avez le Paxos Gold qui remonte un petit peu aussi. Mais bon, le Paxos Gold, il avait beaucoup diminué. Bon là, vous avez des gens qui doivent commencer à se dire que le gold est pas très cher et que du coup s'exposer au gold est une bonne idée. On continue avec les NFT avec Minecraft, donc Mojang qui a décidé de rejeter les NFT. Alors pourquoi ? Parce qu'ils disent que c'est pas inclusif. D'accord ? Et donc que ça permet pas à chacun de jouer au jeu de la même manière, que ça créerait des différences qui sont liées à des aspects financiers et que c'est un jeu plutôt éducatif et pour les enfants et que du coup ils veulent pas incorporer ça là-dedans. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est contre la monétisation des NFT et effectivement dès que vous avez quelque chose qui est unique, vous avez toujours des gens pour essayer de le monétiser et pour en profiter. Et ça, c'est l'aspect un peu complexe des NFT dans le gaming. C'est-à-dire qu'il faut garder le fait que tout le monde joue au même jeu, tout en récompensant le fait d'obtenir des éléments assez rares d'un jeu et vous permettre de les revendre et en disant que ça vous appartient bien et tout. Et la ligne de crête est vraiment très fine et ça va être, à mon avis, on va voir beaucoup de gens se casser les dents et très peu de gens réussir à intégrer correctement des NFT. D'accord ? Vraiment peu de gens. Donc il va falloir réfléchir, voir un peu comment est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'il y a des éditeurs qui arrivent à trouver un certain équilibre. Je pense que certains peuvent peut-être réussir à le faire, mais pour le moment, aucun ne nous a prouvé qu'il en était capable. On continue du coup cette semaine avec l'hebdo gaming. Donc vous avez cette semaine Google qui fait des efforts dans le paiement, mais pas pour le gaming. Hein. Donc en fait, ils vont réduire leurs frais en permettant aux autres d'utiliser d'autres moyens de paiement que le moyen de paiement Android de base dans le service. Donc en fait, ça va permettre aux gens de passer à peu près de 15% de take rate qui va à Google à 12% suivant les paiements de processeurs qu'ils choisissent. Donc ça c'est intéressant pour tous les gens qui sont paiement de processeurs. Donc c'est intéressant pour des gens comme PayPal, etc. Parce que ça leur offre un nouveau terrain de jeu, des nouveaux gens à essayer de conquérir. Et ça c'est des choses qui sont très très intéressantes pour élargir un peu votre base installée. Sachant qu'en plus la service fee ne serait plus que de 12% pour ceux qui n'utilisent pas le service de paiement de Google. Et il faut savoir quand même que 3% de take rate sur le paiement, c'est quand même assez important. La plupart des gens qui sont dans le paiement, Adyen, etc., ne prennent pas 3% de take rate. Donc, ça laisse vraiment beaucoup de place. Si par exemple Google avait dit, moi, je veux bien faire un effort si les gens n'utilisent pas mon service de paiement, eh ben, on va leur laisser 1% et donc ils vont payer 14% de base et en ayant le service d'encaissement, ils paieront 15%. 1% c'est quand même faible et ça aurait laissé assez peu de place aux autres. Là 3% ça laisse quand même une grande place au marché. Alors après attention, c'est que en Europe, c'est pour se mettre en conformité par rapport à ce que leur a demandé la commission. Et ça ne concerne pas les jeux vidéo encore une fois. Mais il va falloir voir un peu si des éditeurs se plaignent et vont en justice pour faire obliger Google à faire respecter ça aussi aux jeux vidéo. Il y aura sûrement des groupes de pression auprès de la Commission européenne pour forcer Google à mettre en place la même politique dans le jeu vidéo. On a le marché chinois qui baisse pour la première fois en 14 ans. Donc ça c'est la toute première fois que le marché chinois baisse. Avant c'était une croissance continue et c'est sûr à cause de la régulation et de l'économie qui descend. Alors faut quand même se mettre en parallèle. Vous avez eu la régulation sur le secteur
Et maintenant, vous avez la confidence du consommateur chinois qui s'effondre littéralement depuis 1 ou 2 mois. Donc ça aide pas le secteur du jeu vidéo. Et pour vous donner quand même une idée, hein, c'est un secteur qui avait fait 8%, 8,3% de croissance au premier semestre 2021. Donc là, en faisant moins 4,2, on perd même pas ce qu'on avait fait au premier semestre 2021. Et surtout, c'est un secteur qui avait fait 30,4% de croissance au premier semestre 2022. Donc si vous voulez, on revient très légèrement en arrière par rapport à ce qu'on avait en 2021, d'accord? Mais on est largement au-dessus de ce qu'on avait en 2020, alors qu'on s'est tapé la répression du parti communiste chinois, l'interdiction de jouer pour les enfants de moins de 14 ans, enfin la limitation de jouer pour les enfants de moins de 14 ans, les limitations de dépenses, et qu'on a la confiance du consommateur chinois qui s'est effondrée. Donc si vous voulez, avec tant de facteurs négatifs, qu'au final, ça ne perde que 4,25%, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, le nombre les revenus cumulés ont baissé de manière assez faible et le nombre de joueurs ont baissé de 1,8%. Ils sont passés de 666,57 millions en décembre à 665,69 millions à fin juin. Donc ils ont très légèrement augmenté le nombre de joueurs. Pardon, je me suis trompé. Et du coup, c'est un petit peu quelque chose qui est voilà, qui est quand même pas catastrophique, je pense. D'accord? Vraiment pas catastrophique. Et les données, elles viennent du comité d'édition des jeux et de l'association chinoise d'édition d'audiovisuel et de numérique, hein, qui a eu son congrès à Jiaoqing, dans le sud de Shanghai, et ça a été publié par le quotidien chinois en anglais. Donc c'est des données qui sont fiables. On continue avec Mattel, qui a recruté un nouveau responsable des jeux numériques, qui s'appelle Mika Delahaye. D'accord. Donc il va superviser Mattel 163, hein, et le partenariat entre Mattel et NetEase pour faire des jeux vidéo sur les propriétés intellectuelles de Mattel, donc Barbie, etc. Et le but est d'accentuer les offres de jeux numériques et de jeux mobiles. Donc ça c'est intéressant, ça vous montre encore une fois, on a des jouets, et ben on horizontalise la marque en faisant du jeu vidéo. Et il y a des potentiels, parce qu'avec Barbie, vous avez potentiel quand même de faire, à mon avis, des jeux qui peuvent rapporter pas mal d'argent. Vous avez Meta qui a annoncé qu'à partir du mois prochain, son casque VR, le MetaQuest 2, aurait un prix de 400 $ pour un modèle 128 Go et de 500 $ pour un modèle 258 Go. Donc cela représente 100% d'augmentation, hein. Voilà. Et ceux qui achètent le casque, ils auront le droit à une copie de Beat Saber sans frais supplémentaires pour compenser. Alors l'idée de Meta, c'est de compenser les coûts d'inflation du casque. Voilà. Et pour compenser ça, ils donnent un jeu qui est d'habitude payant. Bon, c'est un jeu qu'ils ont bien amorti déjà, donc je pense que bon voilà, c'est pas problématique non plus de fou. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré voir Meta baisser les prix. Je pense que pour l'adoption, ça aurait été mieux que de vous les voir monter les prix. Après, on verra, l'année dernière, ça avait été un très gros succès de cadeau de Noël, l'Oculus, enfin le MetaQuest. On verra si cette année c'est un aussi gros succès ou si le fait de monter les prix, d'être dans un environnement un peu complexe, dessert beaucoup les ventes du casque ou pas. On a Riot Games qui, selon un rapport de Sensor Tower, a généré plus de 500 millions de $ avec League of Legends Wild Rift, leur jeu sur mobile, qui est sorti en octobre 2020. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça veut dire que chaque année, ça fait entre 150 et 200 millions de revenus, sachant qu'une partie des revenus vient de Chine, hein, 72%, et que la Chine représente à elle seule 346 millions de revenus, et que ça n'a été lancé que en octobre 2021 sur le marché chinois. Donc ça a moins d'un an sur le marché chinois. Donc c'est quand même un très très gros succès sur le marché chinois, et ça donne énormément d'argent à Riot Games.
On a Capcom qui a publié ses résultats, hein. Donc le chiffre d'affaires net, il est à 180 millions, 184 millions de dollars, soit une baisse de 48%. L'année dernière, il y avait eu Monster Hunter, etc. Cette année, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Le résultat d'exploitation, du coup, il chute de 49% aussi pour s'établir à 87,6 millions de dollars, pardon. Et en ce qui concerne le segment numérique, hein, qui couvre la production de jeux vidéo, le chiffre d'affaires a baissé de 55% et il s'établit à 146 millions de dollars. Donc c'est avant tout la partie jeux vidéo qui a pesé sur Capcom. On a Ubisoft aussi qui a publié cette semaine avec du coup un revenu de 318 millions d'euros en baisse de 9,8%. Par rapport aux 353 millions d'euros générés en 2021. Bon, voilà. Le groupe s'attend à ce que le T2 soit légèrement inférieur à 210 millions d'euros. Donc, ça ferait un S1 qui serait aux alentours de entre 600 et 700 millions. D'accord, plutôt entre 650 et 700 millions. Et leur but, c'est d'avoir une année quand même en croissance. Donc ça veut dire que le S2 devrait être en croissance. Et ils ont un objectif d'EBITDA qui est aux alentours de 400 millions. Donc voilà, à voir s'ils le respectent ou pas. Moi j'ai des doutes sur le respect de leur guidance. On a eu Nacon aussi, mais je crois que je ne l'ai pas mis en dessous. Ouais, Nacon qui a publié. Moi je pense que Nacon, ils ne respecteront pas leur guidance, surtout qu'ils ont encore décalé Gollum. Que je vous ai déjà parlé du fait qu'ils avaient racheté très très cher Daedalic. Il faut qu'ils fassent plus de 100 millions d'euros de revenus sur le jeu vidéo sur les 3 trimestres qui arrivent, alors qu'ils ont fait péniblement une vingtaine de millions d'euros là, avec quand même Vampire the Masquerade qui est sorti sur le T1 de cette année et qui était quand même un gros jeu. J'ai franchement des doutes, à part WRC Rally et peut-être Gollum qui va sortir à la fin de l'exercice, c'est les deux gros jeux sur lesquels ils peuvent parier. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire 25-30 millions sur les deux, hein. Et après il y a le back catalogue derrière, mais c'est pas considérable non plus. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont dérangeantes. Voilà. Par contre, autre chose et que j'ai oublié aussi, chez Ubisoft, j'ai fait une petite erreur, là j'ai laissé Meta, mais en fait il fallait mettre Ubisoft. Il y a eu un démenti de rumeur sur le fait qu'ils allaient abandonner Roller Champions, qui était un MMORPG qu'ils avaient lancé en grande pompe l'année dernière, qui était un free-to-play et qui a du mal à trouver son public. C'était censé être un peu un mix entre un jeu de roller un peu addictif et un comment ça s'appelle, un... Oh, j'ai perdu le nom. Un... Oh, le jeu de voiture avec un ballon de foot là. Bon, enfin bon, bref, j'ai perdu le nom. Mais un jeu de foot où vous jouez au foot avec des voitures et en fait vous avez une... la balle va très loin, elle monte très haut, etc. Et on fait des gros boosts avec la voiture et on s'envoie la balle en tapant dedans avec la voiture. Donc ils voulaient faire un truc comme ça. Et donc Jeff Grubb, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu, a dit qu'ils allaient arrêter Roller Champions après la saison 3. Ça a été démenti par la boîte. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui a bidé. Voilà, ils n'ont pas réussi à le faire. Beaucoup de monde attendait beaucoup de ce jeu-là et ils n'ont pas réussi. Mais globalement, chez Ubisoft, on a du mal dans le MMORPG, dans le jeu multijoueur, à part vraiment avec Rainbow Six Siege, où ils ont réussi à faire un jeu multijoueur qui est beaucoup joué. C'est compliqué quand même sur les autres licences, hein. C'est vraiment compliqué, ils ont toujours eu du mal à faire des jeux multijoueurs. Et ça, c'est un vrai problème chez Ubisoft quand même. L'incapacité que la société a de faire des jeux multijoueurs comme ça, c'est quand même une assez mauvaise nouvelle. Et on continue avec l'hebdo du marché. Donc cette semaine, on va parler fin du queue, oui et non, hein. Pourquoi? Parce que si vous regardez, on a eu la communication de la Fed en juillet, d'accord. Et vous voyez, juillet 2022,
Vous voyez, ils ont vendu des bons du trésor US, mais par contre, ils ont racheté des mortgages et des bucket securities, donc avant tout de la dette comment ça s'appelle, liée à des emprunts immobiliers et de la dette qui est liée à des municipalités. Et donc, au global, leur bilan, il a augmenté c'est en milliards, c'est ça, millions of dollars. Oui, donc c'est ça. Il a augmenté de 3 milliards, leur bilan. Donc on est loin quand même de l'étape où le bilan des banques centrales va diminuer, etc. Et on est en train d'arriver dans la période où ça commence à devenir compliqué. Donc vous n'allez pas enlever de la liquidité au marché quand vous êtes en récession. D'accord ? Et si vous prenez la Fed, vous voyez que ça fait quelques mois que c'est en train de doucement d'enlever dans le marché. Et on est déjà considérablement en train de se situer proche de la limite. D'accord ? Et vous voyez qu'en gros, si on prend depuis 2008, on n'a jamais été capable d'enlever la liquidité. On a mis de la liquidité en 2008, on l'a laissé. On a dû en mettre en 2013 avec la crise. On a commencé à l'enlever très doucement à partir de 2018. Ça a été très très doux. Et dès fin 2019, déjà, il a fallu remettre de la liquidité un petit peu parce que ça commençait à crachouiller. Et 2020, il a fallu mettre énormément de liquidité à cause du Covid et après pendant toute la période de Covid. Donc c'est compliqué. Il y a un besoin de liquidité qui est très fort dans le marché parce qu'il y a un besoin d'investissement des États qui est excessivement fort. Et cet investissement, il ne peut se faire que de deux moyens. En augmentant les taxes, d'accord, ou en augmentant la dette. Augmenter les taxes, c'est compliqué parce que si vous augmentez les taxes, vous avez énormément de mal à ce que ça passe. Et on l'a vu avec la taxe sur l'essence qui a engendré les gilets jaunes. C'était une taxe écologique. C'était pour investir dans l'écologie. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut investir dans l'écologie. Mais personne ne veut payer pour. Donc le seul moyen, c'est que l'État se substitue aux gens. Et donc pour ça, il faut énormément de cash parce qu'il y a des investissements qui sont considérables à faire. Considérables. Vraiment très très puissants. Et vous voyez qu'en Europe, c'est la même chose. On a très légèrement diminué. Ça faisait 4-5 semaines que la balance diminuait. Et la semaine dernière, la balance a recommencé à monter. Bizarrement, elle a recommencé à monter. Pourquoi ? Parce que Christine Lagarde a parlé du nouveau programme, le TPI, pour faire en sorte qu'il y ait moins de fragmentation dans la zone euro avec la dette italienne, etc. Bon, moi je pense qu'ils ont déjà commencé à utiliser le TPI. Hein. Si la balance augmente déjà, c'est qu'à mon avis, le TPI, voilà, on commence déjà à utiliser la chose, on commence déjà à déployer. Et vous voyez, c'est la même chose qu'aux États-Unis. 2008, on a commencé, on a très légèrement travaillé la balance. Ça, c'est l'époque où on a fait nos conneries monétaires. On est reparti en 2011 à cause du risque grec. On a très violemment descendu après, d'accord ? Parce qu'on est quasiment revenu à ce qu'on avait en 2008. Alors que vous voyez que la Fed, ça n'a jamais été le cas. Hein. C'est pour ça que tous ceux qui vous disent « Ouais, mais la Fed, qu'est-ce qu'elle fait mieux ?» etc. La Fed, pas tant que ça. Hein. D'accord ? Et vous voyez qu'à l'époque, on était quand même très bien positionné. Parce que si vous regardez la Fed, elle n'était pas revenue et elle avait fini à un peu plus de 2000 milliards à l'époque de balance. Vous voyez que nous, c'était à la fin 2008, c'était 2000 aussi. Bon, vous voyez qu'après, on est quasiment resté à 2000 tout le temps. On est monté jusqu'à 3000 avec la crise grecque. Bon, eux, ils sont un peu moins montés. Je pense qu'ils se sont arrêtés à 2008-2009. Quelque chose comme ça. Par contre, après, ils sont très vite remontés encore une fois. Et nous, on a commencé par descendre avant de remonter. Bon, par contre, maintenant, on est au-dessus des... ouais, non, on est quasiment au niveau des Américains. Enfin, c'est kiff bourrique. Mais donc voilà. Donc moi c'est toujours la même chose, c'est que je pense que toutes les histoires de la liquidité va s'en aller du marché, etc. C'est pas près d'arriver. Et comme en plus on a le consommateur qui est en train de se casser la gueule, la seule chose qu'on va voir c'est encore plus de liquidité. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention sur la politique qu'on mène. Parce que plus on essaye d'enlever la liquidité tôt, plus on le fait de manière pas douce, etc. Et on essaye d'aller vite, plus vous risquez une porte de saloon qui est importante. D'accord ? Donc voilà.
Bon, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous pour avoir accès à New Tech Insider. On utilise les mêmes manières de réfléchir que ce que je vous ai fait là pour créer un portefeuille pour surperformer les indices à long terme. Donc voilà. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas avec vos questions, vous les envoyez à la-rédaction-tech@publication-agora.fr. Vous avez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne et à partager et à commenter les vidéos. N'hésitez pas aussi à le faire sur notre Twitch. Et vous avez aussi notre site web, opportunité avec un s-techno avec un s.com. Donc maintenant, on va aller aux questions. Et on va voir s'il y a des petites questions ou s'il n'y a rien du tout. Voilà, voilà. Alors, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. N'hésitez pas avec les questions. Hein. Ouais, vous êtes 12, donc il y aura sûrement des questions. Voilà. J'attends vos questions. Je vous laisse encore aller jusqu'à 50. Et si à 50 on n'a pas de questions, on s'arrêtera là. Mais je pense qu'il y aura des questions. Tout à fait. C'est Rocket League le jeu en question. Bah tu vois, c'était sur le bout de ma langue. C'est chiant, hein. Merci beaucoup, El Chico. Je me fais vieux, c'est pour ça. À force d'être dans sa piscine, les neurones s'en vont. Bon, est-ce qu'il y a encore un peu des... Est-ce qu'il y a des questions? Oh, c'est bizarre. Mathieu, il a pas de questions, Altico non plus et tout. Après, ça m'arrange parce qu'il y a tous les résultats de ce matin, hein, de ce soir, de hier soir à faire, etc. pour ELF. Donc, j'ai du boulot. Et j'ai pas fini de regarder tous les conf calls pour faire les vidéos. Donc, il y a du boulot. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien. Et du coup, je dis aux membres ELF à vendredi pour le live. Et attention, ce live-là, c'était le dernier pendant 2 semaines. D'accord? C'est-à-dire la semaine prochaine, il n'y a pas de Twitch. La semaine d'après, il n'y a pas encore Twitch. Et la semaine encore d'après, il y aura peut-être un Twitch. Je sais pas. C'est pas sûr. Mais même s'il y en a un, ça sera un light. On fera moins de trucs. Parce que voilà, il faudra reprendre doucement. Donc je vous souhaite des bonnes vacances. Hein, profitez bien. Et n'oubliez pas, il y a plein d'innovations. Il y a plein de belles choses qui se passent sur Terre. Il n'y a pas que des guerres, que des trucs qui vont pas, que du climat qui se fout le camp, etc. Il y a énormément de chercheurs qui recherchent. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait qui innovent et qui nous donnent la possibilité de transformer le monde tel qu'il est maintenant en un monde meilleur. Et moi, je crois que nos enfants, ils vivront dans un monde meilleur que le nôtre. J'en suis convaincu. Et moi, je pense qu'il ne faut pas que vous l'oubliez parce que trop rapidement, avec la télé et tout, on noircit le tableau. On s'imagine que rien ne va. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, n'oubliez pas d'avoir ça en tête. Et bonnes vacances.